Salutations mes petits amis lecteurs, on se retrouve aujourd'hui en live pour la lecture bilan du mois de mars. Donc comme vous pouvez le voir c'est un peu spécial parce que je suis en plein déménagement, donc je n'ai pas mon nouveau décor, je n'ai pas tout ce qu'il faut comme il faut, mais néanmoins je vous ai écouté par rapport à la dernière fois et j'ai pris mon petit téléphone avec moi pour voir quand vous m'envoyez des petits messages. Bah voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire niveau technique, et bah je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour commencer ce mois de mars, j'ai lu un manga, enfin 2 mangas, qui vont faire plaisir à certaines personnes qui me les ont chaudement recommandés. Ce n'est autre que Arslan, le tome 1 et le tome 2. Enfin, le titre entier c'est The Heroic Legend of Arslan, mais on va éviter mon accent anglais, de Hiromu Arakawa et Yoshiki Tanaka aux éditions Kurokawa. Donc je disais, The Heroic Legend of Arslan, c'est un manga écrit par la personne, l'autrice qui a écrit Full Metal Alchemist. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez connu, c'est sa saga la plus connue je pense. Et à côté de ça, il y a Arslan qui est extrêmement sous-coté, je trouve, par rapport à Full Metal, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, et pourtant c'est un manga absolument superbe. Les dessins sont magnifiques. Ça se passe dans le royaume de Pars. Enfin bref, c'est un royaume qui n'existe pas vraiment, ça a été un peu fait pour le manga. C'est tiré d'un roman, il me semble, si je ne me trompe pas, et on suit donc Arslan qui est fils du roi de Pars, et à qui il va arriver toutes sortes d'aventures plus compliquées les unes que les autres, et on va découvrir comment il va évoluer pour devenir à terme roi, j'imagine. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai lu que 2 tomes, mais ces 2 tomes étaient très cool, les dessins, je vous ai dit, superbes, l'intrigue qui est déjà mise en place, incroyable, les personnages, il y en a pléthore, et ils ont tous un caractère particulier, tous quelque chose qui fait qu'on s'attache à eux, qu'on a envie de les connaître, et puis surtout Arslan, quoi, il est incroyable, il est plein d'humilité, et puis il veut apprendre à être meilleur pour son peuple. Enfin bref, c'est une saga extrêmement cool que je vous recommande, qui m'a été chaudement recommandée par Flou du compte les bulles de Tim, il me semble, ou la bulle de Tim, je sais plus. Bref, je vous mettrai tout ça quand ça sera rediffusé sur YouTube. Bref, je vais arrêter de dire bref, et je vais vous dire, achetez Arslan, lisez Arslan, et moi je vais m'empresser de continuer cette saga. Ensuite, j'ai enchaîné avec un roman, qui n'est autre que Profil de Jay Asher et Caroline McClure aux éditions Macadam. Je crois que c'est ça. C'est chez Milan. Voilà, c'est chez Milan. Et pour le coup, c'est un livre que j'avais eu quand j'étais au collège, il me semble, et que j'ai sorti de ma palle pour un des divers challenges que je fais. Et c'était bien pourri. Alors, j'aime pas cracher sur les livres parce que c'est chacun ses goûts, mais pour le coup... Donc, je disais, j'ai pas du tout aimé ce livre, c'était très très jeunesse. Bon, en même temps, je l'ai eu quand j'étais au collège, donc forcément, ceci explique cela. Mais c'était vraiment très jeunesse, il y avait aucune intrigue, je trouve. De base, on est censé suivre une jeune fille qui a eu un ordinateur portable pour ses 15 ans, mais en 1995. Donc à l'époque où ça arrivait tout juste, et sur son ordinateur il y a Facebook, alors que Facebook n'existe pas encore, et donc elle tombe sur sa propre page Facebook d'elle dans 30 ans. Donc on peut se dire, ça peut être sympa, ça peut être un pitch un peu cool, ça se voulait être de la science-fiction, mais au final, il se passe rien. En gros, la fille découvre son Facebook, et tout ce qu'elle cherche à faire, c'est de se trouver le meilleur mari possible pour plus tard, d'être riche et enfin voilà, juste des considérations nulles quoi. Tout tourne autour de sa petite tête alors que c'est censé être un roman
Donc c'est un roman écrit à quatre mains, et donc on a deux personnages, on a Emma, qui est la jeune fille qui a eu son ordinateur, et son meilleur ami, Josh, qui est le seul dans la confidence, donc est le seul au courant de l'existence de Facebook, etc. Et déjà, il y en a que pour Emma, alors que je trouve qu'elle est horripilante au possible. Josh était un personnage beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, qui avait des vrais qui réfléchissait vraiment à comment utiliser Facebook, et au final, il se fait embarquer par Emma juste pour qu'elle trouve le meilleur mari possible. Entre les deux, il y a aussi une espèce de romance cliché au possible. Ça se termine main dans la main, tout va bien dans le meilleur des mondes, alors qu'il s'est rien passé, genre vraiment rien. De tout du long, il se passe rien. Il y a aucune intrigue, c'est juste trouvons le meilleur mari pour Emma. Je sais pas si on peut appeler ça une intrigue. Et puis à la fin, elle ferme son ordinateur avec Facebook et elle dit je ne l'ouvrirai plus jamais, et elle part sortir avec Josh. Je vous ai spoilé, je suis désolée, mais n'achetez pas ce livre. Vraiment, ne perdez pas votre argent pour cette chose. Vraiment pas. Jay Asher, c'est l'auteur de 13 Reasons Why, le livre de la série qui a beaucoup fait parler de lui. Je l'avais lu aussi, je l'avais trouvé un peu surcoté. Et bah celui-là est encore pire, sachez-le. Ensuite, pour le coup, valeur sûre dans l'univers, L'Assassin Royal, le 3e tome, La Nef du Crépuscule, de Robin Hobb, aux éditions J'ai lu, toujours avec ces magnifiques couvertures que j'aime d'amour. Alors, que dire de ce tome sans trop vous spoiler, parce que c'est un 3e tome et que c'est une saga géniale, et donc là, contrairement à Profil, il faut que vous lisiez ce livre. On en apprend un peu plus sur toutes les intrigues de cours. Il y a pas mal de choses qui se passent, beaucoup de rebondissements. Les personnages sont toujours aussi cool. On en apprend un peu plus sur Ketriken, qui est la femme de vérité. Enfin bref, c'est une reine badass au possible. Et les personnages féminins badass dans les livres, j'apprécie, sachez-le. Donc là, pour le coup, j'ai été servie. Elle est clairement badass. Il y a toujours le fou dans ce petit homme, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un de mes personnages préférés. Vraiment, il est bizarre au possible, mais il a un truc incroyable. Il me happe, ce personnage. Toutes les scènes avec lui, je suis happée. Il y a aussi Burick qui m'énervait un peu dans le second tome, qui m'énerve beaucoup moins dans celui-ci. Et puis, toute la petite clique habituelle, dont Fitz, qui est quand même notre personnage principal, qui découvre un peu plus l'étendue de ses pouvoirs, un peu plus l'étendue aussi de ses capacités physiques, qui grandit, qui mûrit, donc c'est forcément de plus en plus intéressant, étant donné qu'il est de plus en plus mature. Bref, si vous aimez tout ce qui est intrigue de cours, combat, magie, fantasy, juste fantasy, allez-y. Et il n'y a pas de grosse romance cliché en plein milieu qui gâche tout. Sachez-le, et ça c'est un bon point aussi. Ensuite, j'ai enchaîné encore avec un roman, qui n'est autre que Falalalala, je crois que j'ai le bon nombre de là, d'Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane. Pour le coup, ce n'est pas de la fantasy, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un roman contemporain. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est un roman contemporain. Je ne lis jamais de romans contemporains, quasiment jamais. Je vous dis ça maintenant, et vous allez voir, il y en a un autre qui arrive après. Ici, on suit Richard, il me semble qu'il s'appelle. C'est un jeune homme, grand, il fait 1m90, mais il vit dans une famille de naines. Toute sa famille, c'est des nains. Que ce soit sa mère, sa grand-mère, ses tantes, ses cousines, toutes, puisqu'il n'y a que des filles, c'est des naines. Et donc, on suit ses aventures dans une famille de naines, comment il cherche à savoir qui est son père, parce qu'il ne sait pas qui c'est, je vous spoile pas en vous disant ça, on l'apprend dans les premières pages. Comment il peut se forger sa propre personnalité, son propre métier, ses propres envies, en étant dans une famille complètement différente de lui au final. Et voilà, donc on suit tout ça. Alors, que dire de ce roman ? Au début, j'étais emballée, parce que j'aime pas trop les contemporains, donc j'avais un peu peur.
J'ai commencé à le lire, ça se lisait assez vite, etc. Il y avait beaucoup d'humour, donc ça m'a beaucoup plu. Sauf qu'en fait, ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que c'est un humour assez vulgaire par moment, et il y avait que ça. C'était d'une vulgarité sans nom. Je sais pas si l'autrice a voulu faire reproduire des conversations d'adolescents, des comment ça se passe dans la vraie vie, mais autant on peut faire des blagues... enfin bref, il y a des blagues sur le sexe tout le temps, il y a des blagues vulgaires en fait, vraiment vulgaires. Autant de temps en temps, soit, autant tout un roman, c'était un peu lourd. Puis pareil, niveau intrigue, j'ai trouvé que ça se perdait un peu. On a beaucoup de personnages. Je crois que... Alors, il y a Richard et il me semble qu'il y a 7 naines. Ah oui, bah oui, forcément, ça me paraît logique. Dans sa famille. Et en fait, tous les personnages ont une intrigue à eux. Sachant que Richard, au début, va dans une espèce de alcoolique anonyme, mais c'est pas ça, c'est pour les enfants qui ont des problèmes... Enfin, les gens qui ont des problèmes et qui ont besoin de parler avec d'autres gens. Et donc là-dedans, il y a 2 personnages qui ont aussi leur intrigue à eux. En fait, il y a tellement de personnages avec tellement d'intrigues différentes qu'en fait, on est complètement perdu. Normalement, on est censé suivre Richard, mais au final, il se perd un peu dans tout le gloubi-boulga d'intrigues. C'est vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça assez brouillon et assez vulgaire. Donc au final, même si ça se lit vite, que c'est pas compliqué à lire, c'était... une lecture assez mitigée pour moi en fait. Je suis pas ressortie très hypée de cette lecture, alors que j'avais entendu beaucoup d'avis positifs. Après, sur cette lecture, j'ai entendu des avis tranchés, c'est-à-dire soit c'était ok, soit c'était non. Pour le coup, moi ça a été mitigé, il y a pas mal de points qui m'ont dérangé, mais c'était pas non plus horrible à lire, c'était pas affreux. J'ai préféré ça à Profil, par exemple. Ensuite, je suis repassée au graphique. Là, je vais avoir pas mal de graphiques à vous présenter, que des mangas en fait. Quasiment, enfin pas mal. Non, en fait, pas mal qui m'ont été conseillés par d'autres personnes, notamment Moriarty, le tome 1 et le tome 2 de Ryosuke Takeshi et Hikaru Miyoshi aux éditions Kana, Dark Kana. Donc j'espère que je prononce bien, mais c'est pas sûr. Parce que les noms japonais. Donc, Moriarty, alors il faut savoir que j'aime beaucoup Sherlock Holmes, tout ce qui tourne autour de Sherlock Holmes. La série Sherlock, d'ailleurs, avec Benedict Cumberbatch, est juste incroyable. Regardez-la. Et donc, j'ai vu ce manga traîner pas mal dans différentes librairies. C'était dans ma liste d'envie. Et puis, il y a certaines de mes amies qui m'ont dit « Fonce, c'est trop génial !» Donc... moi j'ai fait quoi? J'ai foncé, ça me paraît évident. Et je confirme, c'est incroyable. Donc déjà on suit Moriarty et non Sherlock Holmes, ce qui est je trouve un point positif parce qu'on découvre une autre version de l'histoire de Sherlock Holmes et ça c'est très cool. Donc on suit Moriarty qui veut rendre le Londres meilleur, donc qui n'est pas si méchant, mais qui pour cela utilise des techniques un peu particulières, qui sont parfois un petit peu violentes. Donc oui, ce manga n'est pas à mettre dans toutes les mains, parce que y a des scènes assez compliquées. Il paraît que c'est pire après en plus, mais il y a des scènes, oui, c'est assez explicite. En plus, c'est du manga, donc c'est détaillé. Donc il y a du sang, il y a des meurtres, il y a tout ça. Mais à part ça, l'intrigue est hyper cool, vraiment. Il y a plusieurs petites enquêtes, et à chaque fois, c'est pour punir un noble qui se comporte mal dans le Londres de l'époque. Et toutes les enquêtes, j'avais peur, même avec 2 tomes, que ça tourne un peu en rond, parce que bon, des enquêtes, c'est des enquêtes, quoi, donc qu'est-ce qui ressemble plus à une enquête qu'une enquête? Et au final, à chaque fois, il y a des messages profonds, assez importants, et une manière de faire de Moriarty et de tous les autres personnages qui est super cool et qui est complètement happante. Donc en fait, j'ai pas pu lâcher ces 2 tomes. D'ailleurs, je me suis acheté la suite, qui va y passer très très prochainement, clairement, parce que je suis complètement dedans.
Les personnages en plus sont juste incroyablement dessinés. Donc là c'est Sherlock Holmes, ici. Là c'est Moriarty. Et les dessins sont superbes. Tout est génial dans ce manga encore une fois. J'ai l'impression de vous dire la même chose sur tous les mangas que je lis. Mais sachez que c'est parce que j'ai de très bonnes conseillères. Qui me conseillent des choses incroyables. Qui me plaisent beaucoup. Donc, si vous êtes fan de Sherlock, je vous conseille forte, ou de policiers plus largement, de policiers thriller, je vous conseille Moriarty. C'est très cool. Encore des mangas. Toujours des mangas. Cette fois-ci, une saga plutôt connue, puisqu'il s'agit de My Hero Academia, donc le premier et le deuxième tome de... Excellente question. De qui? Koei Horikoshi, aux éditions Kiyun. Alors pour le coup, j'avais un peu plus peur pour cela parce qu'ils m'ont pas spécialement été conseillés par qui que ce soit, c'est juste que je les voyais beaucoup et que j'avais envie de tenter parce qu'on n'en disait que du bien. C'est pour ça aussi notamment que j'avais peur parce que quand on parle beaucoup de quelque chose, ça a tendance à me freiner un peu et à me faire moins aimer le livre que ce que j'aurais pu l'aimer. Et donc, concernant ce manga qui est quand même partout en ce moment, je veux dire, si vous connaissez pas My Hero Academia, même si vous lisez pas de manga, je veux dire, tout le monde a déjà vu ce petit bonhomme avec ses cheveux verts quelque part. Donc j'avais peur. Mais au final, j'ai été agréablement surprise. Donc on suit ce petit bonhomme qui s'appelle Izuku Midoriya, si je ne me trompe pas, qui n'a pas de super pouvoir dans un monde où 80% de la population a des super pouvoirs. Et malheureusement pour ce jeune garçon, son rêve c'est de devenir super-héros. Donc il est un peu dans la mouise, qu'on se le dise, puisqu'il n'a pas de pouvoir. Mais heureusement pour lui, il croise son idole de toujours, All Might, qui est en gros le super-héros numéro 1 avec des pouvoirs de dingue. Et il s'avère que les pouvoirs de ce bonhomme sont transmissibles. Donc il les transmet à ce bonhomme. C'est bon, vous me suivez jusque-là? Et ce bonhomme va apprendre à se servir des pouvoirs du super-héros de sa vie pour devenir à son tour super-héros et rentrer dans l'académie de super-héros qui s'appelle UA. UA, ouais, il me semble. Je sais pas si je prononce bien encore une fois. Et donc en fait on suit tous ses déboires, comment il obtient son pouvoir, comment il apprend à s'en servir, comment il réussit l'admission au lycée, et puis sa vie de lycéen dans un lycée un peu particulier, puisque c'est quand même un lycée de super-héros, ce qui n'est pas visible tous les jours. mais donc voilà, donc ça paraît comme ça, un scénario un peu bateau, mais en fait c'est très cool parce qu'il y a beaucoup de personnages. Ils ont tous des personnalités bien à eux, mais genre vraiment il y en a beaucoup. D'ailleurs il y a son ennemi de toujours, voilà c'est lui. Je me rappelle plus comment il s'appelle par contre parce que moi les noms japonais ça fait 72. Je ne sais plus, donc je ne peux pas vous le dire. Voilà, je sais pas si quelqu'un le sait, mais moi je ne sais plus. Tant pis. Donc ça c'est son ennemi de toujours, c'est son ennemi, c'est son rival quoi, c'est pas non plus... je veux dire, ils sont dans la même classe, quoi. C'est pas le super vilain, lui. C'est juste c'est son rival. Et il se passe tout un tas de trucs. Il y a plein de super-héros, il y a plein de super-vilains, il y a plein de choses. Alors, dans ces deux tomes-là, par contre, c'est les deux premiers tomes. Donc, c'est vraiment une introduction où on nous introduit les super-héros, on nous introduit le concept de la société actuelle, on nous introduit le lycée, etc. Et seulement à la fin du 2, on commence à voir les super méchants et à voir un début d'intrigue globale se mettre en place, quoi. Donc, c'était sympa. J'ai bien aimé. Je lirai la suite. D'ailleurs, j'ai commencé le 3e tome aujourd'hui. Je sais pas si ça vous intéresse grandement, parce qu'on parle pas de ce 3e tome actuellement. Mais ouais, ça se met de plus en plus en place. Il y a une intrigue vraiment cool qui a l'air de fleurir comme ça. J'ai hâte de savoir la suite. Encore des mangas. L'attaque des titans Before the Fall de Hajime Isayama, Ryo Suzukaze, Satoshi
Shiki Torres Shibamoto aux éditions Pika. C'est bon, j'avais tout le monde. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ces mangas, parce qu'ils ont une petite histoire tout de même. Je les ai achetés par erreur la plus totale. C'est-à-dire que j'avais acheté le premier tome de l'Attaque des Titans, donc la saga que tout le monde connaît, que tout le monde adule, parce que pareil, on me l'avait conseillé, voilà. Et j'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé, donc j'avais voulu me prendre le deuxième. Sauf que moi, comme une grosse débile, je regarde la tranche, là. Je vois Attaque des Titans 2, je fais bah c'est ça, c'est bon. Sauf qu'en haut, en rouge, il y a écrit quoi ? Il y a écrit Before the Fall. Tout ça pour vous dire que c'est un spin-off de l'Attaque des Titans, et que ce n'est pas l'Attaque des Titans en lui-même. Donc comment vous dire que quand je me suis retrouvée avec le deuxième tome d'une saga que je n'avais absolument pas, j'avais pas l'air très futée. Mais ça, bon, ce sont des choses qui arrivent. Je me suis dit, bon bah plutôt que de revendre un tome 2 tout seul comme ça, machin, je vais donner sa chance à cette saga qui est pas très longue il me semble, si mes souvenirs sont bons, et je vais prendre le premier tome pour voir ce que ça vaut. Donc ça se passe dans l'univers de l'Attaque des Titans, je pense que vous l'aurez compris, et ça se passe bien avant les événements de l'Attaque des Titans. Donc c'est, je sais même pas combien de temps avant, je sais pas s'il y a écrit sur la 4ème de couverture. Attendez, parce qu'il faut que je regarde le 1, c'est ça. Non, il n'y a pas écrit, mais c'est bien avant les événements de l'Attaque des Titans. Et en gros, on suit l'histoire d'un petit garçon. Au début, c'est un petit garçon, après, c'est un homme, il y a une ellipse assez conséquente, qui est né dans le corps d'un titan. C'est-à-dire que sa mère était enceinte, a été mangée par un titan, a été revomie par un titan, et lui est né. Il était pas mort dans le ventre de sa mère, lui, contrairement à sa mère. Donc tout le monde pense que c'est un enfant de titan, donc en gros il est vendu comme monstre. Il est torturé, il a une vie pas hyper cool. Il finit par croiser quelqu'un d'un peu plus sympa, et son objectif c'est de s'évader pour en apprendre plus sur sa vie, pour savoir si c'est vraiment un enfant de titan, si c'est vraiment un monstre, qui il est, quoi. Et donc on suit tout ça. Sauf que j'ai pas trouvé ça très intéressant. Il y a beaucoup de scènes de combat et de torture. Bon, après c'est l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c'est un manga, c'est un seinen, c'est des combats, quoi. Mais pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait genre beaucoup moins d'intrigue que dans l'Attaque des Titans, la série originale. Et ça m'a un peu saoulée parce que je vous avouerai que l'Attaque des Titans, je le lis pas pour les dessins, parce que clairement c'est des dessins qui ne... qui moi me plaisent pas des masses, c'est des grands coups de crayon, c'est pas un style que j'apprécie. Et donc c'est sur l'intrigue que je me base quand je lis un Attaque des Titans, c'est ça qui me plaît, c'est l'histoire, c'est le monde, c'est l'univers, c'est découvrir des trucs dans cet univers-là, quoi. Et là, pour le coup, j'avais pas grand-chose dans ces 2 premiers tomes. Alors, à la fin du deuxième, ça devient mieux, ça devient sympa, même. Mais il a fallu que j'attende la fin du deuxième, quoi. Donc, je sais pas si je continue, si je ne continue pas, parce que vraiment, pour moi, c'est pas au niveau de la saga originale, et ça m'apporte, pour le moment, pas grand-chose. À voir quand j'aurai terminé la saga de base, si j'ai envie d'en savoir plus, envie de continuer dans cet univers, peut-être que je continuerai, mais pour l'instant c'est pas du tout dans mes priorités parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose dedans, quoi. Alors, ensuite, j'ai commencé encore une autre série de mangas, qui n'est autre que Food Wars de Yuto Tsukuda et Shun Saeki, aux éditions Delcourt Tonkam. Encore une saga qu'on m'a conseillée et que j'ai bien appréciée. J'avais regardé, avant de les lire, j'avais regardé le premier ou le deuxième, et le deuxième peut-être, épisode de la série animée, mais j'ai un gros problème psychologique avec ce genre de choses. C'est-à-dire que tout ce qui existe en livre et en film, série, animé, tout ce que vous voulez, je suis obligée de les lire avant de les regarder. C'est vraiment un problème compliqué dans la vie. C'est-à-dire que quand je vois un film qui va sortir au cinéma et qu'à la fin il y a écrit tiré d'un livre,
suis là en mode merde, je ne peux pas aller au cinéma. Il faut que je lise le livre d'abord. Bon, en même temps, vous allez me dire, le problème en ce moment, il est bien réglé puisqu'il n'y a pas de cinéma. Je risque pas d'avoir ce souci-là. Mais ça peut être très vite chiant, aussi bien pour mes bibliothèques que pour mon porte-monnaie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'avais commencé l'anime et que ça m'avait bien plu, donc j'avais envie de lire les mangas qui sont tout aussi cool, je vous avouerai. D'ailleurs, c'est très fidèle. Je pense que si vous avez la flemme de lire, vous pouvez regarder l'anime très facilement. Donc on suit ce bonhomme qui s'appelle Soma, qui est apprenti dans le restaurant de son père. Et du jour au lendemain, son père se barre pour être chef autre part. Et il dit à son fils, tu ne peux pas pour le moment récupérer le restaurant parce que tu n'es pas assez doué. Fais tes preuves dans la meilleure école de cuisine du monde. Et après, on verra. Donc il part dans cette école de cuisine qui est extrêmement huppée. Et où il y a quasiment que des fils de grands chefs, hein, des gens riches, incroyables, avec un esprit de compétition de la mort. Et lui, il arrive en mode « Je m'en fous, j'utilise des produits de tous les jours. Absolument pas du bœuf de Kobe qui coûte 74 milliards d'euros, mais vraiment, j'utilise le steak haché du supermarché, quoi. » Et il pond des trucs de la mort qui tue. C'est ouf. Cette saga donne trop faim. Ça, par contre, je vous le préviens. Je vous le préviens. Je parle vachement français, moi. C'est impressionnant. Je vous préviens. Cette saga donne très faim. Toutes les recettes sont hyper cool. Et en plus, autre point positif, il y a certaines recettes qui sont clairement mises dans le livre. Genre, entre les chapitres et tout, il y a des recettes que vous pouvez reproduire chez vous si vous avez un minimum de talent, ce qui n'est pas mon cas. Donc je n'ai jamais reproduit de recette pour le moment. Autre point positif, il y a quand même pas mal d'actions. C'est-à-dire qu'ils font de la cuisine, mais c'est pas genre moi je fais mes pâtes dans ma cuisine, quoi. C'est des vrais duels de chefs, c'est des idées de plats de ouf, il y a plein de choses super cool qui se passent dedans. Il y a une intrigue quand même, parce que... Enfin, une intrigue. Oui et non. Disons que c'est pas une intrigue en mode trouvons le grand méchant ou je sais pas quoi. C'est surtout qu'il y a une rivalité entre cette fille, qui est la fille du directeur et qui est la meilleure de l'école, et Soma, qui lui veut devenir le meilleur pour prouver à son père que voilà. Et en gros, ils vont s'affronter plusieurs fois, etc. Il y a une rivalité qui naît entre deux, qui va faire évoluer grandement la cuisine dans le manga. Et je trouve ça très cool. Seul petit bémol du livre, c'est que les gens, quand ils aiment bien la nourriture, ils finissent à poil. Vous voyez l'orgasme culinaire? Et bah dans ce manga, c'est au sens propre du terme. Ils perdent leurs vêtements, ils font des poses d'extase, voilà. Donc beaucoup de seins dans ce livre, sachez-le. Je vous avais dit qu'il y en aurait un deuxième. Un roman contemporain, La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici, on suit une maman qui va pas très bien étant donné que son fils s'est fait percuter par un camion et est dans le coma. Cette maman sombre dans l'alcoolisme, elle est déprimée. On lui dit que, en gros, si dans 1 mois son fils ne se réveille pas, ils le débrancheront. Et elle part pleurer dans sa chambre et elle tombe sur un carnet. Un carnet écrit par son fils avec tous les rêves qu'il souhaite réaliser avant de mourir. Et sa mère, pour l'aider à sortir du coma, décide de réaliser tout ce qu'il y a écrit dans ce carnet. Absolument tout. Vraiment tout. À la place de son fils, et de tout filmer pour lui montrer, enfin pour lui faire écouter surtout, parce que comme il est dans le coma, il peut pas voir, pour que ça lui donne envie de se réveiller, de vivre sa vie, de réaliser ses rêves par lui-même. C'est vraiment très beau, c'est très touchant. J'aime pas du tout, je suis pas roman contemporain, je vous le dis, je vous le répète, moi mon genre de livre favori c'est la science-fiction fantastique. Mais pour le coup, j'ai été énormément touchée par celui-ci. Il est pas très gros, il se lit très vite. Et c'était beau.
C'était magnifique, la plume de Julien Sandrel est superbe. Elle est pas compliquée, mais en même temps elle est si poétique, il se passe des trucs si beaux, les infirmières, pareil, il parle des infirmières, mais d'une manière incroyable, au niveau de ce qu'elles méritent. Il parle de tellement de choses, du fait que quand on devient adulte, on arrête de rêver, on arrête de vouloir réaliser des choses complètement folles et... Enfin bref, il parle aussi du fait d'être mère avec un enfant dans le coma, que souvent on s'arrête de vivre à ce moment-là, mais qu'il faut pas parce que ça va pas l'aider. Enfin bref, il y a tellement de messages importants, tellement de belles choses dites, tellement de belles choses écrites. J'ai dévoré ce roman et franchement, je vous le conseille fortement. Il est si beau. Moi qui n'aime pas les romans contemporains, je suis encore très émue et touchée de ce que j'ai lu, et franchement, des romans comme ça, bah, il y en a pas des masses non plus. Ensuite, j'ai lu encore un livre qui m'a été chaudement recommandé par diverses personnes, qui n'est autre que Illuminae, le tome 1 d'Ossie Alexander, de Amy Kaufman et J. Christophe, aux éditions Casterman. Que dire d'Illuminae ? Illuminae a beaucoup fait parler de lui, souvent en bien, donc j'en attendais beaucoup. J'ai été un poil déçue. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans. Une centaine de pages, 150, peut-être même 200. Après, sur 600, c'est pas non plus... Mais durant ces pages-là, je me suis un peu ennuyée. Et ça m'a un peu saoulée, parce que j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose, parce que tout le monde l'avait adoré. Mais à partir d'un certain moment, il y a un déclic qui s'est fait, et je l'ai dévoré. Et la fin est incroyable, et j'ai très envie de lire la suite. Autre petit détail, l'objet livre en lui-même est très cool. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer bien comme il faut, mais en gros, sans vous spoiler, c'est pas vraiment en roman. Il y a des échanges de mails, il y a des schémas, enfin bref, il y a plein de choses. Si je vous le remets dans le bon sens, c'est mieux. Il y a plein de choses qui sont très cool. Je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. Ça parle de Ezra et Cady, un jeune couple d'adolescents qui décident de rompre. Sauf que, manque de bol pour eux, ils décident de rompre le jour où leur planète se fait dézinguer la gueule. Donc c'est pas ouf, ils ont un peu autre chose à faire finalement que de rompre. Genre sauver leur vie. Et ils finissent chacun sur un bateau, un vaisseau différent. Donc il me semble que c'est Ezra sur Alexander et Cady qui est sur un autre. Je sais plus comment il s'appelle. Hypatia, je crois. C'est ça. Cady, elle est sur l'Hypatia et Ezra, elle est sur l'Alexander. Et en gros, il se passe des trucs pas nets avec l'intelligence artificielle qui s'appelle Aidan du vaisseau Alexander. Et les deux qui n'étaient plus ensemble vont devoir se rabibocher pour pouvoir sauver une deuxième fois, entre guillemets, les gens de leur planète. Et c'était très cool. C'est de la science-fiction pas trop compliquée, c'est de la science-fiction très... c'est du jeunesse, hein, donc c'est très accessible. Je pense que c'est un bon bouquin pour commencer la science-fiction, parce qu'on a quand même quelques petits trucs robotiques, scientifiques, etc. Mais c'est pas non plus lourd, c'est pas non plus compliqué, comme Le Meilleur des Mondes, encore la dernière fois, j'en parlais dans le dernier live, mais ce qui m'a vraiment marqué, parce qu'il était vraiment compliqué scientifiquement parlant, je trouvais. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Après, c'est clair que c'est pas du tout destiné au même public. Il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre, un humour d'ailleurs que j'ai très bien reconnu, étant donné que ça a été écrit en partie par J. Christophe. J. Christophe qui a écrit Nevernight aux éditions de Saxus. Nevernight, si vous me suivez, vous savez que c'est un coup de cœur absolu, que j'ai adoré la manière d'écrire de l'auteur et la manière qu'il a de nous faire rire en fait. Dans Nevernight, petit exemple dans Nevernight, c'est tout le temps celui que je sors, mais vers la fin, on a une bataille épique finale. Bon, ça vous spoil pas grand chose, vous vous doutez bien qu'à la fin, il se passe une bataille un peu plus grosse que les autres, et il nous fout une note de bas de page où il parle pendant 10 lignes sur quel bruit fait le chameau.
Alors que nous, on est en train de mourir, parce qu'il fait des trucs de ouf avec ses personnages, et il nous fout un petit astérix avec marqué « Je me demande quel bruit fait le chameau ». Et je vous avouerai que ça m'a fait très rire. Et on retrouve un peu le même genre d'humour. Ici, il n'y a pas de note de bas de page, c'est vraiment inséré dans l'œuvre, mais on reconnaît la patte de Jay Christophe, et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc voilà, au final, c'est pas un coup de cœur comme je pensais que ça le serait, étant donné les personnes qui m'ont dit que c'était absolument génial, qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, mais c'était quand même une lecture assez cool. J'ai beaucoup aimé, et je lirai la suite. D'autant plus que c'est qu'une trilogie, donc bon... C'est quand même assez rapide à lire une trilogie. C'est pas genre l'Assassin Royal, hein, où là j'en ai pour à peu près 72 ans. Alors j'ai encore 2 petits trucs à vous présenter, mais que je n'ai pas avec moi parce que c'était des services presse qui m'ont été envoyés en e-book. Donc je n'ai pas les papiers. Tout d'abord j'ai lu Conte des clans, tome 1 inéluctable de Elsie Deven. Donc voilà, c'est de l'auto-édition. Là, on suit l'histoire d'une jeune fille donc, qui fait partie d'une race quasiment éteinte, parce que très dangereuse, qui vit tout un tas de péripéties dans un univers fantasy très, très très cool. La manière d'écrire était très sympathique, c'était hyper fluide, hyper rapide à lire. Il y avait des personnages hyper cool, notamment un personnage qui se fait appeler La Faucheuse, qui, je trouve, a un petit air de Darkling dans le Grishaverse, et... Vous connaissez mon amour pour les personnages dans ce style-là. Genre Kaz, le Darkling, enfin bref. Les bad boys, quoi, un petit peu sombre et pas vraiment bad boy au fond, quoi. Donc voilà, c'était une très très bonne lecture. Si vous voulez plus de détails, il y a la photo et mon avis sur Instagram. Pareil pour le deuxième SP que j'avais, qui est donc Dans l'œil d'Edrea, de Marie Monnier, il me semble. Je veux pas vous dire de bêtises, donc je vais vérifier. J'ai mon appli, vous avez vu, j'ai tout prévu. C'est ça, Dans l'œil d'Edrea de Marie Monnier, qui est un premier tome aussi. Et pour le coup, c'était aussi très cool. C'était par contre hyper rapide, je trouvais, un peu trop rapide à mon goût même. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en très peu de pages. Et au final, j'avais un sentiment de trop vite. Mais... c'était quand même hyper cool, l'intrigue est très... Je vais pas y arriver. L'intrigue était très sympa. Et j'ai envie de savoir la suite. Voilà. Sur ce, je vous ai enfin présenté tout ce que j'avais à vous présenter. J'ai beaucoup parlé, je sais. J'ai pas beaucoup regardé vos messages, je sais aussi. Je suis désolée. Donc, comme d'habitude, si je devais vous conseiller un seul... petit truc sur ce mois-ci, bien évidemment, c'est ceux qui sont tout en dessous. Je vais sûrement tout faire tomber, vous m'en voulez pas. Je vais y arriver. Voilà. Si je devais vous conseiller une seule lecture sur ce mois-ci, ça serait Arslan. Parce que c'est incroyable. Je vais pas vous refaire la pub. Il y a ma chronique sur Instagram, je vous en ai déjà fait la pub. La bulle de Tim peut vous en faire la pub aussi, sur Instagram, c'est son pseudo sur Instagram. Mais lisez Arslan parce que c'est beaucoup trop cool. Voilà. Le prochain live sera au mois de mai, le premier dimanche de mai, à la même heure. Et donc je vous présenterai mes petites lectures du mois d'avril. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à mon compte Instagram, au blog, pour pouvoir échanger, partager, discuter. Vous savez que j'adore faire ça avec vous, donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis bye!